Bonjour, vous écoutez Maghrébin Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 10 septembre 2017 au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle à Oran, en Algérie, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Études sahariennes, co-organisé par le CEMA et le CRASC. Dans ce podcast, nous accueillons l'archéologue Dr Elizabeth Fentress qui présente une conférence intitulée « La diaspora saharienne, de la fin de l'Antiquité ». Nous recevons également en tant que modérateur de cet événement Dr Dida Badi, détaché du CNRPH à l'université de Bayreuth en Allemagne. Je dois lire un mot de présentation concernant notre amie et conférencière, Madame Elizabeth Fentress, qui n'est pas à présenter pour les archéologues, bien sûr, pour les anthropologues. Et peut-être c'est intéressant de les orienter, de leur dire de qui il s'agit exactement. Donc, Madame Lisa Fentress est archéologue antiquisante, c'est ça, spécialiste de la péninsule italique, donc italienne, et aussi de l'Afrique du Nord. Ça, c'est des informations que j'ai eues de Wikipédia. Vous pouvez les consulter, donc c'est pas des choses privées en quelque sorte, qui sont sur Wikipédia déjà. Donc, elle applique donc l'archéologie à l'histoire sur la longue durée. Elle a fait d'innombrables publications sur l'Afrique du Nord, à la période antique, et des publications et des ouvrages aussi. Je peux citer ici un de ces ouvrages qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir donc la céramique islamique maghrébine du Moyen-Âge, qui est paru en 2011. Et d'autres aussi. Donc, elle a participé aussi à beaucoup de fouilles, des chantiers archéologiques en Algérie, en Tunisie, au Maroc aussi, donc en Afrique du Nord de manière générale. Et aujourd'hui, donc, elle élargit donc sa perspective pour donc nous parler donc de ces nouveaux thèmes. D'après moi, c'est un nouveau thème très intéressant, à savoir donc la diaspora saharienne à l'époque antique, pendant l'Antiquité. Donc je lui donne la parole sans tarder. Vous avez la parole. Merci Dida. Et je voudrais remercier aussi beaucoup le CRASC, Monsieur Mahamdi et Robert Parks de m'avoir invité à voir votre très jolie cité d'Oran. Et je remercie aussi Dida Badi pour avoir accepté de modérer cette session. Je dois préciser que ce que je vais dire aujourd'hui prend beaucoup, et donc je lui ai mis son nom d'un article que j'ai écrit ensemble avec Andrew Wilson de l'université d'Oxford, archéologue qui a travaillé en Fezzan sur les Garamantes, et donc la partie garamantique c'est plutôt de lui. En 484 après Jésus-Christ, raconte Procope, les morts des Aurès ont détruit Timgad, avec l'objectif que les Vandales n'auraient pas une base pour s'approcher aux Aurès, ni moins une excuse pour s'approcher. Bien qu'on peut douter des détails, l'assertion du motif, on n'a jamais démontré que l'assertion soit fausse ou inventée. Le coupable n'a pas été difficile à trouver. Mastiès, roi mort des Aurès, qui autour de l'année 484 s'est déclaré impérator sur l'inscription et s'est mis à nettoyer son royaume en éliminant la présence urbaine. Mais il reste un mystère qui peut être résumé avec la question « Quelle mort ?» Les habitants des montagnes, jouant des ressentiments centenaires contre Rome et
sa domination, les paysans avérés d'exactions romaines, ou des nomades barbares, pillards sur chameaux, arrivant de l'Est avec une nouvelle technologie, le chameau, et une vocation pour la destruction. Sur le premier côté, Christian Courtois, Michel Janon et bien plus récemment le regretté Yves Modéran, dont la thèse très approfondie et détaillée sur cette question a éliminé, tout au moins, toute question d'envahisseurs de l'Est. Et donc, tous ces gens-là croyaient qu'il s'agissait, pour la destruction de Timgad et les troubles qui sont suivis, des morts de l'intérieur. Sur l'autre côté, on trouve ceux qui pensent qui Modéran appelait les néo-berbéristes, Charles Dille, Gabriel Comps et Pierre Morisot, qui croyaient tous, si pour des motifs différents, que les morts des Aurès étaient des nouveaux arrivés de l'extérieur. Ces deux positions rentrent dans un débat historique plus grand sur l'importance des invasions barbares dans la collapse de l'Empire romain. Et disons pour le nord de l'Empire, on a exactement le même débat. Est-ce que les Lombards, etc., viennent de l'extérieur ou non? Autre action des barbares poilus, les Lombards, les Goths ou les Maures, est l'effondrement systématique. Ce dernier a eu beaucoup plus d'attrait. Il va sans dire que même si on accepte l'existence des envahisseurs destructeurs, l'incapacité d'une société de se défendre ou pour réparer les dommages souligne un dysfonctionnement systématique qu'on ne peut pas nier. Mon titre indique clairement que je vais faire valoir une position qui met l'accent sur la migration, et pas du désert occidental de l'Égypte, comme voulaient les néo-berbéristes, mais du sud. Nous nous mettons donc fermement sur le côté révisionniste, et nous allons faire ça de deux façons. D'abord, en examinant les témoins archéologiques, certes limités, en particulier pour les tombeaux, puis sur une nouvelle source, la linguistique moderne, pour suggérer qu'il y a eu un changement significatif dans la culture à la fin de l'Antiquité, et que les nouveaux éléments étaient d'origine saharienne, une vue qui, bien sûr, s'inscrit dans les multiples descriptions de Corippe des morts, qui les décrit sur leurs chameaux, avec leurs familles, leurs épouses, les enfants, leurs bébés. Puis, nous examinerons le développement dans le Fezzan et la chaîne des Oasis qui s'étendent vers l'ouest, en décrivant les circonstances dans lesquelles ce mouvement aurait pu se produire. À la fin, on va esquisser quelques conséquences. Parmi les meilleurs arguments avancés par Pierre Morisot, en particulier pour les morts des Aurès, se trouvent ces remarquables prospections dans les vallées de la montagne, réalisées depuis plus que 50 ans. Dans chaque vallée, comme vous voyez sur cette diapo, se trouvent des fermes, des villages, des pressoirs d'olives, des églises. Très peu de grandes structures, mais une myriade de petites, de presses d'olives, de toutes ces choses, construites dans l'Opus Africanum romaine, avec des coins carrés, quelques inscriptions qui parlent des gens d'origine berbère, avec quelques liens avec l'armée. Loin d'être une imposition romaine, il les considère comme des sites autochtones qui ont bénéficié de l'effet économique et politique de l'occupation romaine. Il les considère comme des sites autochtones qui ont pénétré profondément ces vallées de l'Aurès, avec aussi une pénétration du christianisme dans la région en cours du IVe et Ve siècle. Sa vision est en effet convaincante et
En donnant aux morts une origine locale, Mauderon était obligé de voir une deuxième groupe tribal qui n'habitait pas dans ces sites, mais habitait, je sais pas, sur les crêtes des montagnes, sur les sommets, coupés de la prospérité apparemment apportée par Rome. Ils attendaient leur opportunité, ils ont frappé lorsqu'ils ont eu la chance. Les preuves archéologiques de cette destruction sont plus difficiles à trouver. On n'a pratiquement pas eu des enquêtes modernes dans la région dans le sens de l'enregistrement et de datation de la poterie. Une exception, c'est celle sur cette diapo. C'est une petite prospection effectuée par moi-même dans la région de Zana, Diana Veteranorum romaine, en 91. Vous pouvez bien imaginer pourquoi c'était terminé trop vite. On n'aura jamais fini. Cela a relevé un grand nombre de sites romains. La majorité étaient des fermes, mais il y avait aussi des villages dont certaines avaient un aspect décidément plus indigène. Un exemple se fait voir ici, c'est une photo de Google Earth où vous voyez voilà. Toute cette zone ici, vous voyez un village fortifié sur une grande hauteur. Il y avait des inscriptions libiques. Il s'appelle Gergour. Mais alors que tous avaient une poterie datant du 5e siècle, seulement chez Diana Veteranorum elle-même, où un fort byzantin a été construit, on trouve de la poterie du 6e siècle, dont tous les autres, paraît-il, sont disparus. Plus à l'est, dans la région de Kasserine, en Tunisie, l'enquête de Bruce Hitchner montre un effondrement similaire de l'habitat au 5e siècle. Tandis que les tablettes Albertini, documents incroyables sur la propriété locale, région de Tébessa, la dernière de ces tablettes est datée de 496 et tout l'archive a été enterré peu de temps après, probablement pour les protéger. Comme Timgad, la ville de Bacchaï, jusqu'au nord des Aurès, est décrite par Procope comme déserte, bien que ces systèmes d'irrigation restaient utilisés par les Maures pour se défendre contre les Byzantins. Plus loin encore à l'est, à Reptiminus et Surrectum sur la côte tunisienne, des enclos fortifiés mal construits sont probablement identifiés comme des fortifications érigées à la hâte contre les attaques Maures dans la période vandale. Celui de Surrectum semble être celui mentionné par Procope comme prédatant la reconquête byzantine d'Afrique du Nord. Il dit « Le mur de cette ville avait été largement largué depuis longtemps, mais les habitants de l'endroit avaient fait une barrière de tous les côtés au moyen des murs de leur maison à cause des attaques des Maures, et ils ont gardé une sorte d'enceinte fortifiée. Un paysage donc de désolation, sans nouveau site, à part quelques fondations militaires de l'État byzantin. On pourrait raisonnablement faire valoir que les preuves archéologiques sont plus que généralement faibles. Il existe toutefois un autre ensemble de preuves qui peuvent être utilisées pour soutenir un véritable changement dans l'habitat de la région. Il s'agit des tombeaux. Dans un article qui a attiré peu d'attention, Morisot souligne qu'il existe de nombreuses tombes indigènes, entre guillemets, qui sont construites avec des matériaux des ruines romaines, et souvent directement sur ces ruines. Certains d'entre eux sont des tumulus simples, des tas de pierres rondes, incorporant ceux des bâtiments romains sur lesquels ils s'assoient. Vous voyez dans ce diapo un exemple de Ausum. C'est un fort romain de la Thrace saharienne, et vous voyez clairement ces tumulus
qui sont construits sur Refort avec ces matériaux. D'autres sont plus soigneusement construits. À nouveau, ils sont généralement circulaires avec un tambour et sont caractérisés par une petite niche comme leur façade est, comme celle que vous voyez sur ce diapo d'El Asnam près de Messira, ou par des antennes étendues comme la ville romaine de Syra. Ils peuvent, comme ceux-ci, être très grandes, comme 2 tumulus à tambour de la région de Négrine, avec des chapelles en trèfle soigneusement construites à l'est, ou assez petits, comme une tombe trouvée sur l'enquête de Zana, que vous voyez ici, sur ce diapo, construite à partir des harpes de la ferme qu'elle couvre, avec une niche claire, probablement pour des offrandes. Ces tombes couvrent également une très large zone, vous voyez ici, de vastes tombeaux avec des chapelles très proches des exemples de Négrine se trouvent aussi dans la Tafilalt et à l'ouest droit au Maroc. Tandis que des tumulus de tambour se retrouvent à Jebel Torfa et Taouz, dans le Sahara occidental. Donc, ce sont ces deux-là sur ce diapo. Et c'est là, dans le Oued-Dra, qu'on les trouve aussi maintenant sur une prospection récente. Les dates par carbone 14 de ce dernier rendent 430 jusqu'à 700 après Jésus-Christ. Un monument que vous voyez ici, dans un style apparenté, sans chapelle, mais construite avec 2 murs concentriques, est le plus connu de cette série. C'est la mausolée d'El Gour, près de Meknès. C'est certainement un édifice romain tardif. Le radier charbon remonte au 7e ou même le 8e siècle après Jésus-Christ. C'est contesté, il faut dire. Cependant, tout en étant construit dans une tradition indigène et préhistorique, c'est une basina à degrés pour les préhistoriens entre vous, nous n'avons aucune preuve pour aucun monument similaire construit pendant l'époque romaine. Ou, plus précisément, après l'érection du tombeau de la chrétienne près de Tipaza, probablement par le roi hellénistique Juba II. Les centaines de cimetières romains de l'Afrique du Nord, même dans les Aurès, ne contiennent pas un seul tumulus ou un tombe à tambour. Ils sont, cependant, comme vous savez, un type très commun dans le Sahara. Encore plus fréquentes sont les petites structures à côté de la tombe de Zana, que vous voyez sur ce diapo, encore construite à partir des arbres de la villa sur le site. C'est cette structure ici que vous voyez en photo ici. Ce sont des rectangles à 3 côtés d'un type généralement interprété comme une chapelle pour incubation, la pratique de sommeil dans les tombes, bien attestée dans les sources intérieures. Encore une fois, rien de tel n'est connu des cimetières romains. De bons parallèles, cependant, proviennent du Sahara profonde. Les structures à 3 côtés sont connues du Hogar, de Tassili, ainsi que dans le Fezzan. Des tombes circulaires avec des niches et des tables à l'est, à fois avec des antennes, sont également très fréquentes dans les cimetières Garamond de Wadi al-Jal au Fezzan, ou plus généralement dans les territoires garamontiennes. L'exemple le plus fréquent d'une tombe à tambour avec des antennes, avec des multiples petits tas de pierres couvrant des offrandes, des os d'animaux ainsi que des structures en nu, provient de Inageshelam, dans le Tadracht à Cacus. Le radiocharbon du tombeau renvoie à une date de 246 jusqu'à 420 après Jésus-Christ. Donc, ça semble un site préhistorique, mais il ne l'est pas du tout. Vous voyez ici l'exemple le plus extrême des tombeaux de type saharien en Afrique du Nord.
C'est, comme vous le savez tous, les Djedar, deux groupes de grandes tombes monumentales près de Tiaret. Construits entre le 5e et le 6e siècle, la forme pyramidale sur une base carrée, il domine le paysage environnant. Bien qu'il présente une relation éloignée avec les tumulus contemporains tels que le Gour, en particulier dans la plateforme à l'extérieur que vous voyez ici en bas, qui a servi à des fins de culte, ils sont entièrement originaux. Les inscriptions, en grande partie illisibles et ornées de reliefs, ont été justement identifiées comme des tombes princiers d'une dynastie qui a dominé la Mauritanie, qui a utilisé des constructeurs locaux, mais qui étaient eux-mêmes issus d'une tradition culturelle différente. C'est évident où je veux en venir. Nous devons rechercher les origines du type au Sahara, où, en plus de la référence égyptienne évidente, on a aussi, par exemple, le cimetière royal de Garama, qui vient immédiatement à l'esprit. Là aussi, on trouve des pyramides. Les tombes carrées et les pyramides, à la fois en pierre et en briques, sont des types communs des tombes dans les cimetières garamantiques classiques et tardifs dans le Wadi al-Jal. Bien que, évidemment, ils sont sur une échelle beaucoup plus petite que les Djedar. Vous voyez ici les reliefs qui décoraient le Djedar A, où on voit un chameau et un lettre libique et une série de gens représentés en chasseurs. Ainsi, les tombes romaines tardives, à la fois dans l'ouest et dans la région de l'Aurès, représentent une rupture radicale avec le passé immédiat et ne peuvent guère représenter une mémoire culturelle locale d'ici, parce qu'il s'agit de 500 ans depuis qu'on a construit des choses du genre. Ici, vous voyez leur distribution, qui est assez remarquable. Aucun tumulus tardif n'est connu dans le Tel, mais il se trouve bien à l'intérieur de la zone prédésertique, au nord de Silla, c'est-à-dire, on est ici, au nord de Silla, on les trouve ici, au nord des Aurès, là c'est la tombeau de Zana, et à travers tout cela, mais même ils arrivent jusqu'à Rorané, dans le tombeau de Magruel. Je vais passer maintenant à un autre type d'évidence, et c'est les changements linguistiques. Donc ça c'est tout à fait neuf, je suis pas linguiste moi-même, donc il faut prendre avec un grain de sel. Il s'agit d'une chercheur américain. Ah, je l'ai pas corrigé, je suis pas anglaise, je suis américaine. Ça, je voudrais dire, mais j'aurais oublié. Donc, s'il n'y a pas de doute que les langues berbères ont été utilisées dans l'Afrique du Nord dans la période hellénistique et au début de l'époque romaine, comme le montre l'inscription de Douga et beaucoup d'autres, cela est beaucoup moins clair à la fin de la période romaine. Le recueil des inscriptions libyques recense 1125 inscriptions de la Tunisie et de l'Algérie, dont aucune ne peut être datée plus tard que le IIIe siècle après Jésus-Christ. Les alphabets du Nord sont différents de ceux caractéristiques du Sahara, bien que toujours liés, c'est évident. Ceux-ci sont la Tifinagh ancien et le soi-disant Tifinagh moderne, dont les lettres apparaissent déjà sur les blocs réutilisés pour la construction du tombeau de Tininan au IVe ou au Ve siècle après Jésus-Christ. Les alphabets libyques semblent avoir disparu dans le Maghreb vers la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ,
sous la pression de l'habitude épigraphique latin et aussi de la vitalité continue du punique, au moins comme langue parlée. Bien qu'il soit peu probable que l'épigraphie reflète toute l'utilisation de la langue, il suggère fortement que l'utilisation des langues berbères a diminué en Afrique du Nord dans la période romaine face au latin et au punique, langue parlée par des groupes plus puissants économiquement et politiquement. Cette conclusion est renforcée par les références de les auteurs latins à l'utilisation du punique, même dans l'Antiquité tardive, et leur localisation de parleurs berbères seulement dans le sud. Comme il a commenté Claude Lépéré et d'autres, l'absence de traces de la langue berbère en Saint-Augustin est frappant. Il les mentionne une seule fois quand il déclare que, je cite, nous connaissons de nombreuses nations de barbares en Afrique et non qu'une seule langue. À la campagne, on parlait punique. Et Augustin était préoccupé de trouver assez de prêtres qui pouvaient communiquer dans cette langue. C'était vrai de la côte autour de Hippon à Naba, mais aussi au sud de Syrte à Constantine et en Tripolitaine, où de nombreuses inscriptions néo-puniques sont enregistrées, et où on trouve aussi des inscriptions latino-puniques qui attestent l'utilisation continue de la langue dans le prédécesseur, dans le IVe siècle après Jésus-Christ. La partie sud de la région de Hippon coïncide, et c'est très étrange, avec la plus grande concentration d'inscriptions en libique. Mais, donc, on voit une pression de la langue punique sur le libique dans le Tard Empire. Bien sûr, il n'y a aucune raison de douter que la langue libique ait continué à être parlée dans certains endroits, survivant peut-être dans des zones comme la Haute-Kabylie et en Mauritanie sétifienne, où, comme Augustin l'indique, on ne parlait pas de punique. Le latin s'est peut-être répandu plus loin, à l'ouest, parmi des gens ordinaires, car les inscriptions très tardives d'Altava et de Volubilis le démontrent. Nous devrions noter l'utilisation même aujourd'hui du calendrier julien plutôt qu'islamique dans la trace marocaine. Mais si le latin et le punique n'ont pas éliminé les langues africaines, ils les ont certainement isolées. On peut imaginer des poches de locuteurs berbères sans contact l'un avec les autres. En effet, les langues qu'ils ont parlées étaient probablement déjà incompréhensibles entre elles. Il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu beaucoup d'homogénéité entre le Rif et la Tunisie, même dans une période antérieure, puisque les langues berbères avaient été parlées dans ces régions depuis au moins 2 millénaires. Donc, j'arrive aux travaux de Christophe Erhet de UCLA et Andrew Kitchener de l'Université d'Iowa et leurs équipes, qui ont travaillé sur la chronologie des langues sémitiques et afro-asiatiques pour estimer les divergences entre les lignées linguistiques de l'afro-asiatique. Sur ce diapo, vous voyez le sommaire de leurs idées. Le fondement de cette technique est le nombre empirique des quantités de mots apparentés, partagés, conservés dans les différentes langues. Donc, par exemple, si on prend, il prend 100 mots, pour des choses très ordinaires comme le pain, le blé, le travail, la femme, et il voit le pourcentage qui sont identiques. Plus qu'ils divergent, plus loin était la divergence entre les langues. Et c'est cela la base pour cet diagramme. Alors, il se base pour la chronologie du fait qu'on connaît très très bien l'histoire des langues sémitiques, parce qu'on a beaucoup d'évidences épigraphiques. Donc, pour les langues sémitiques,
on peut dater les inscriptions dans une langue donnée, et donc on sait combien de temps s'est passé entre la divergence des langues. De même avec les langues indo-européennes. Alors, c'est ça la base théorique sur laquelle il travaille. Et c'est ça qui est accepté, mais avec un grain de sel pour les datations absolues. Ce que vous voyez ici, donc, c'est ce diagramme pour, j'imagine bien que vous ne pouvez pas lire cette ligne en bas, mais je vais indiquer. L'estimation actuelle de R.H. Kitchen est que l'ancêtre de toutes les langues amazighes modernes, qui désignent proto-berbère, c'est ici, aurait été parlé vers 2000 jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ, bien qu'il voit la division de ces langues des autres langues afro-asiatiques vers 5000. Donc, il propose qu'ils ont des origines dans l'Haut-Nil, Haute-Égypte, et que les langues berbères se divisent à ce moment. On ne trouve pas de traces de cela avant 2000. Alors, les premiers sont représentés par le Zenaga, et c'est cette colonne ici, pareil dans la Mauritanie. Et donc, c'est une langue qui s'est diffusée à travers l'Afrique au moins 2000 avant Jésus-Christ. Une deuxième expansion majeure s'est produite vers le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les langues filles de la première groupe, les formes ancestrales des langues telles Siwa, Khadamez, Nafusa, Touareg et Shila, se répandent dans les zones désertiques orientales et centrales, à l'ouest jusqu'à la Mauritanie occidentale, et des langues ancestrales de la Kabylie dans la région occupée par la Numidie et la Mauritanie. Donc c'est cette colonne ici serait Kabyle, et tous les autres une autre branche. Donc la Kabyle s'est divergé à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que c'était limité à la Kabylie. C'était probablement la langue parlée dans la Numidie et la Mauritanie entière. Mais ce qui nous intéresse ici sont les groupes indiqués en gris qui comprend les langues de Mzab, Ouargla, les Oasis occidentales, avec celles des Aurès, Chaouia, de l'ouest de l'Algérie et de Rif marocaine. Encore unies en 300-400 après Jésus-Christ, ces langues ne se divisent que plus tardivement. Les distances linguistiques entre eux se ressemblent à celles entre les langues descendantes du latin, comme l'italien et l'espagnol, qui, voyons, se sont divisés vers le même moment. Il s'agit d'un résultat tout à fait inattendu et suggère que toutes les langues berbères maintenant parlées dans le Maghreb occidental, à l'exception du Shilha dans l'extrême sud-ouest et de Kabyle, dérivent d'une langue parentale unique qui a pu introduire une nouvelle version unifiée de la langue, en éliminant effectivement les traces restantes des langues parlées dans le temps de Massinissa partout, sauf dans la Kabylie. Pour être si efficaces, ils auraient dû être la langue du gouvernement et du commerce. Cela semble suggérer que Gabriel Camps avait raison, et les royaumes successeurs berbères de l'Occident, les créateurs du Jeddah, étaient beaucoup plus puissants et plus vastes que Courtois ou Modéran l'avaient cru. Si leur origine était en effet dans le Sahara, c'était cette nouvelle version de la langue qui prévalerait sur les territoires conquis au Ve siècle. Touareg est un parent proche de cette groupe. Il semble s'être séparé dans la période d'expansion précédente en tant que langue sœur dans le langage du dessert qui se dépresse vers le nord. Il est immédiatement évident que la division de ce groupe de langues se compare très précisément à celle des Tombos,
du Sahara dans l'hôtel qu'on avait vu. Il est significatif que soit la nouvelle langue que les tombes sont absents dans la Kabylie, où la langue parlée aujourd'hui semble descendre de celle parlée d'une période beaucoup plus ancienne. Les inscriptions de l'alphabet libyque ont également été réintroduites plus au nord à cette époque. Une inscription importante est trouvée gravée dans le plâtre dans les tumulus de Négrine, alors qu'il y a une autre sur cette tombe de Jebel Tov où on a des images soi-disant chrétiennes que vous voyez sur ce diapo. Modérant souligne à juste titre que Procope ne fait aucun doute que les morts de Yaoudès étaient les mêmes morts vivant dans les Aurès de la destruction de Timgad en 484 après Jésus-Christ. Si nous postulons qu'ils étaient des immigrants de Sahara, ils auraient dû arriver aux Aurès à une date antérieure, soit de la trace saharienne au sud-ouest, soit jusqu'à la ligne des Oasis qui s'étendent de Tamanrasset à Ouargla et à Tougourt. Mais les grands nombres qu'ils semblent représenter, et si on veut croire qu'ils ont parlé essentiellement la même langue que les groupes qui ont déménagé dans la Mauritanie et construit le Jeddah, ne devraient pas avoir apparu le long de la frontière romaine, le Limès, avant la conquête des Vandales, ou, en effet, beaucoup après cela, comme ils sont spécifiquement mentionnés comme ayant eu une alliance avec les Vandales. C'est la lettre bien connue de saint Augustin à Boniface, comte d'Afrique, écrit en 427 après Jésus-Christ, qui nous donne le clé de l'argument. Il commence en se rappelant comment, quelques années auparavant, il avait visité Boniface, qui était alors le chef du limès de la frontière romaine, dans le Hodna. Boniface était en deuil pour sa femme. Augustin s'est mis à le persuader de ne pas renoncer à la vie publique en raison de l'importance de protéger l'Église contre les incursions des barbares. Mais en 427, quand Boniface s'est vu chargé de toute la province, Augustin estime que son inaction, malgré son armée considérable, le rend responsable de la chute de l'Afrique. Il dit, que dirais-je de l'Afrique dévastée par les barbares, même de l'Afrique sans que les personnes les arrêtent? Sous le poids de vos propres affaires, vous ne faites rien pour détourner ces malheurs. Quand Boniface n'était que tribun, il domptait et contenait toutes ces nations avec une poignée d'alliés qui auraient cru que Boniface est devenu comte et établi en Afrique, avec une grande armée, un grand pouvoir. Les barbares seraient avancés avec tant d'audace, auraient tant ravagé, tant pillé et changé en solitude tant de lieux naguère si peuplés. Même si l'exagération rhétorique est claire, il est également clair que le limès avait cédé, soit dans le Hodna, ou soit dans les Aurès même. La conquête des Vandales quelques années plus tard, et en tout cas la complète désintégration de la frontière, laissant les passages des Aurès ouverts. En effet, c'est exactement ce qu'il dit Procope. Je cite, « Les Libyens ont repris une grande partie du territoire. Nous dirons que les tribus sahariennes sont venues par les deux voies. Certaines se sont installées dans les Aurès, certaines continuant dans les Mauritanie. » Alors, contre cette idée, Modérant oppose, mais ce sont des nomades. Qu'est-ce qu'ils savent de l'irrigation? Comment peuvent-ils inonder les plaines autour de Bagaï, utiliser les canaux d'irrigation? Alors, je vais brièvement résumer la dernière partie parce que c'est tard de cette conférence avec un aperçu sur les garamantes. Pas pour donner qu'il s'agit des garamantes qui arrivent, mais pour donner un exemple de
du niveau de la culture des soi-disant nomades du désert. Comme vous savez, les Garamontes étaient basés dans le Fezzan. De cela, il n'y a pas de doute. Et là, surtout dans cette zone de Wadi el-Rajal, et aussi en bas, on a eu 2 énormes projets, malheureusement arrêtés en 2011. Celle de Mario Riverani au sud et celle de David Mattingly dans la zone de Garama. Tous les deux des prospections avec des fouilles et qui nous ont relevé beaucoup de ce qu'on a, plus que ce qu'on savait des Garamontes avant. Donc, sur cette diapo, on voit la zone intéressée. C'est une zone sèche, mais avec beaucoup de ressources d'eau souterraine qui étaient exploitées. Je vois que vous avez un projet sur cela. Il faut signaler un très joli article de Andrew Wilson sur l'origine en Afrique du Nord des Fogarats. C'est comme ça qu'il se présente les Fogarats au Fezzan, très très lisible. Et le projet de Mattingly a mis sur ils ont pu localiser outre 500 de ces Fogarats. Donc là, sur ce diapo, vous voyez comment ça fonctionne. Ça tape des sources, comme vous savez, souterrains et les porte vers des oasis. L'origine de la technique est assez connue comme dans l'Iran, où ça fonctionne encore aujourd'hui. Les prospections ont également relevé des villages fortifiés très consistants avec, ça semble des forts romains dans la zone de Murzuk, où point de vue géologique, les Fogarats ne fonctionnent pas, mais on avait des puits en chadouf. Là, les datations sont 4e, 5e siècle. Donc, c'était une région beaucoup plus peuplée qu'il n'aurait jusqu'aux années 50, quand on a commencé à avoir des puits motorisés. On a repeuplé ces régions, mais pas à ce point. Donc, à Garama même, c'était la capitale des Garamontes. On a une vraie ville avec des sanctuaires, des thermes, des mausolées construits à la romaine. Et surtout, on avait un commerce externe énorme. On trouve plus que 100 000 amphores romaines. On trouve une quantité immense de poterie romaine, de verre, surtout égyptienne, et l'archéologie vraiment a donné un aperçu sur ces contacts avec la Méditerranée très important. On croit que les Garamontes avaient 2 commerces, une avec le sud, où ils échangeaient du sel, comme toujours, et des cornalines, des amazonides, avec Canem et Chad. Ils les échangeaient pour les esclaves et peut-être pour de l'or, mais on n'a pas les preuves. Mais les esclaves sont certains. Le deuxième commerce se faisait évidemment avec la Méditerranée, où ils échangeaient des esclaves contre surtout le vin, mais aussi la poterie, l'huile d'olive, poisson salé. L'ampleur de la quantité des importations romaines ainsi que la demande des esclaves du monde romain suggère que la traite des esclaves entre les Garamontes et le monde romain pourrait au moins égaler, si ne pas dépasser l'échelle des traites des esclaves transsahariennes médiévales. Au début de l'époque moderne, de 5 000 à 10 000 esclaves par an arrivaient du sud du Sahara vers les côtes de la Méditerranée.
Si on juge par la quantité des importations romaines de Refezan des Garamantes, ce commerce saharien et transsaharien a été plus intense à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, suite au rapprochement entre Rome et les Garamantes après l'an 69. Ce commerce a continué jusqu'au 4e. Au 5e, ça semble disparaître. Et en même temps, on voit un changement dans les oasis. Sur ce diapo, vous voyez une série de fogaras trouvés dans une zone de Wadi al-Ajal. Et Wilson a pu démontrer que ils ont dû pousser toujours plus profondément parce que la nappe phréatique descendait. En continuation, beaucoup de ces habitats étaient déjà déserts au 5e siècle. On n'est pas sûr si c'est la surexploitation de la nappe ou si la nappe descendait pour ses propres motifs. Mais en tous les cas, pour le Moyen-Âge, on ne voit que cette histoire ici où on a quelques puits et quelques petits habitats. Donc, le Fezzan semble être déjà en crise dans le 4e siècle. Les effets régionaux plus larges de ce processus peuvent être facilement imaginés. La population qui pourrait être soutenue dans le Fezzan doit avoir considérablement diminué et clairement le commerce saharien à longue distance a également souffert. Est-ce que la population de la région de Murzuk et ceux qui ne pouvaient plus être soutenus dans le Wadi al-Ajal étaient-ils simplement assis là-bas pour mourir de faim, de soif? Étant donné l'importance du sujet et la nouveauté donc, des données, je demande de l'indulgence à la salle pour non, pour continuer. Bref. Parce que c'est très important pour vraiment. Je ne crois pas. Je crois que les Garamantes ont eu des effets sur la Tripolitaine, pas sur cette région que j'indique ici. Je crois que des processus semblables, et on a les Fogaras de Tamintit, etc., qui en parlent, qu'il y avait d'autres groupes puissants comme les Garamantes dans le sud-ouest algérien, dans la Thrace saharienne par exemple, qui ont pu être l'auteur de ces invasions dans la zone du Tel et du nord-ouest. Je termine avec parce que c'est vraiment trop long, l'idée que les mouvements berbères contre et dans les marges sud de la fin de l'époque romaine et pendant l'époque vandale faisaient partie d'un processus avec ses racines dans la Sahara profonde, serait également adapté à la propagation tardive vers le nord des tombes et des alphabets plus près de Tifinagh saharienne. Ce qui a besoin de changer, peut-être, c'est notre conception des barbares. Le fait qu'ils venaient de plus loin n'implique pas qu'ils manquaient de grandes compétences techniques et organisatrices. Leur création de tombeaux de type saharien souligne la nature très consciente de cette occupation du Tel. Le tombeau de Siga avec ses antennes, ou les enceintes de culte funéraire à Girza, beaucoup plus petites, reflètent non seulement les cimetières sahariens contemporaines, comme cela de Inagreshram, mais aussi des tombes d'antennes sensiblement plus antiques de la pastorale tardive. Encore aujourd'hui, caractéristique majeure du paysage saharien. Comme les Djedar, il semble annoncer en termes clairs: nous sommes ici et nous venons du dessert. Les envahisseurs créant des monuments à leur passé. Merci. Merci Lisa.
sans plus tarder, c'est ce que je dirais. C'est vraiment un voyage à travers les temps. C'est d'un autre point de vue, d'une autre perspective que celle dont nous avons l'habitude jusqu'à présent. C'est-à-dire d'habitude dans ces problématiques concernant l'Afrique du Nord, c'est surtout à partir d'une perspective romaine que nous appréhendons l'histoire. Et là, donc, Madame Lisa Fentress est toujours donc fidèle à son approche d'appliquer à l'histoire, donc d'appliquer l'archéologie à l'histoire sur une longue perspective et de questionner donc l'histoire par les biais des matériaux archéologiques et à partir d'une perspective pluridisciplinaire. On arrive donc à la fin de cette aventure très intéressante, vraiment, qui nous a conduit à travers d'abord les âges et puis les différents thèmes, notamment les thèmes archéologiques et puis des thèmes aussi plus difficiles à cerner tels que les linguistiques, la paléolinguistique. Et c'est vraiment, de mon point de vue, c'est quelque chose de très intéressant. Et une pluridisciplinarité vraiment à recommander ou à encourager aussi de la part des chercheurs, notamment les anthropologues aussi, c'est pas seulement les archéologues, les historiens, introduire donc d'autres dimensions, d'autres donc disciplines périphériques pour avoir une autre vision de notre histoire, parce qu'il s'agit de la connaissance de notre histoire à partir d'autres matériaux qu'uniquement les sources écrites des anciens auteurs romains, Strabon, etc., mais aussi à travers aussi des matériaux archéologiques palpables, matériels, voilà, et qui vont nous pousser donc à nous interroger sur la nécessité de voir ce qui est plus important. Les monuments romains qui est percé par une attaque des barbares ou l'attaque des barbares qui sont en fait les vrais Africains qui ont attaqué les envahisseurs romains, même si les Romains, c'était aussi des Africains qui ont aussi édifié les monuments romains aussi, c'était des architectes, des maçons africains. Donc toute cette complexité, donc des visions différentes, donc d'approches différentes, etc., qu'il faudrait encourager et reconsidérer. Merci beaucoup, Madame Fentress. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themaghrebpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.